Alors comme j'ai déjà dit de nombreuses fois sur Substack, je vais faire de plus en plus d'activités en fait, que ce soit par courrier mais aussi par vidéo. Alors aujourd'hui en fait je fais une lettre hommage aux journalistes tués. Vous savez que depuis 2 ans, j'observe avec consternation en fait la manière avec laquelle les journalistes sont tués et les médias français, d'une façon générale, la plupart des médias qui n'en parlent pas, au contraire, qui répètent sans cesse le narratif d'Israël qui est de trouver un lien même ridicule entre les journalistes et le Hamas, sachant qu'évidemment il existe des liens, le Hamas est tout petit, et le gouvernement est tenu par le Hamas. Donc quand vous êtes journaliste, forcément, à un moment ou un autre, vous avez un contact avec le Hamas. Et le Hamas étant le gouvernement, comme dans tous les pays, comme en France, comme n'importe où, eh bien, quand vous avez 17 ou 18 ans, vous pouvez être tenté d'avoir une formation militaire. À l'époque, ça ne s'appelait pas terroriste, puisque le Hamas est devenu subitement une organisation terroriste, évidemment, en 2023. Et donc, tous les gens qui ont été en contact avec le Hamas avant sont, par effet ricochet, en contact avec une organisation terroriste. Vous comprenez bien que tout ça, c'est n'importe quoi, c'est de la manipulation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils se battent tellement fort contre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, puisque ce serait la première fois qu'ils pourraient se prendre l'effet retour de tous leurs mensonges depuis si longtemps. Puisqu'évidemment, imaginez si un jour, par miracle, on peut dire par miracle, Netanyahou ou sa mémoire était entachée d'une condamnation définitive de crimes contre l'humanité et Israël d'une condamnation définitive pour génocide. Ce serait vraiment un bien triste revers de l'histoire, une nation qui n'existe que comme entre guillemets crise morale d'un certain nombre de pays suite à l'Holocauste, et qui ont décidé, en dépit de la réalité sur le terrain, de la réalité historique et géographique, de prendre une partie d'un territoire qui était déjà occupé pour le donner à d'autres personnes qui n'ont eu de cesse depuis de vouloir étendre ce qui leur avait été donné, en inventant n'importe quelles excuses pour expliquer qu'ils tuent, qu'ils exproprient, qu'ils colonisent, qu'ils prennent l'eau de tous leurs voisins. Puisqu'en fait, on a ce problème de l'eau depuis toujours, hein, l'eau du Jourdain, l'eau avec la Syrie, ce qui fait qu'en fait, Israël est le seul pays qui profite de toute l'eau de source de la région et est considéré que n'importe quel autre pays qui essaierait de s'en attribuer une petite partie, ce serait commettre un acte de guerre. Alors juste anecdotiquement, et je vous dis parce que c'est la dernière fois que j'accepte, il arrive de temps en temps que des personnes me demandent, s'abonnent, et, et puis ils s'abonnent pendant quelques jours et ils lisent toutes les archives, je ne sais pas ce qu'ils font exactement avec, puis ils disent « Ah ben en fait je vais me désabonner mais je me réabonnerai peut-être un peu plus tard ». Est-ce que vous pouvez faire le remboursement? Et donc en fait, c'est des personnes qui viennent, qui récupèrent en 2-3 jours en fait tout ce que j'ai pu produire au cours des dernières semaines et qui rêvaient de lire, puisque c'est des personnes qui suivent les lettres, et puis ensuite se disent voilà, et puis je vais refaire ça par ricochet régulièrement. C'est la dernière fois que ça arrive, parce que je n'aime pas qu'on prenne pour un idiot, je ne comprends même pas comment on peut faire ça. Donc d'une part, les personnes qui font ça, ensuite je les bloque définitivement, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus venir sur la lettre. Évidemment, là je l'ai fait, et à terme je ne le ferai plus. Donc voilà, c'est vraiment désespérant. Ça donne une image minable de personnes qui sont censées vouloir s'informer ou se réinformer et qui en fait agissent comme des gangsters, agissent comme les personnes contre lesquelles, le type de nature contre lesquelles ils sont censés vouloir s'informer pour être armés, et en fait ils font tout l'inverse. Parce que si vous voulez agir exactement comme le font les colonisateurs 1.0, 2.0, 3.0,
appelez ça comme vous voulez, c'est que vous êtes aussi minable, voire plus qu'eux. Parce que de la même manière, au début, vous jouez sur la gentillesse de personnes qui veulent bien finalement vous avoir à côté d'eux, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a 6 journalistes d'Al Jazeera qui ont été assassinés. Donc ça, c'était un peu ce que j'ai vu ce matin en me réveillant très tôt. Et puis évidemment, ça m'a rappelé tous les autres morts. J'ai pensé à Aaron Bushnell, qui a été tué par notre inaction. En fait, il a fait un geste symbolique très fort de dire que, d'une certaine manière, on avait assassiné son âme, on avait assassiné l'âme de l'humanité, et que lui pouvait plus vivre dans un monde comme celui-là. Et je pense que si Aaron Bushnell voyait comment les choses ont évolué depuis, je ne sais pas comment il réagirait, mais c'est pire en pire. Et surtout, ce que j'ai appris, et ça m'a fait infiniment souffrir, c'est que en fait, Aaron Bushnell n'est pas mort sur le coup. Il est mort le lendemain de ses blessures à l'hôpital. Et donc, je me suis rappelé des images terribles où il était en train de brûler. Et au lieu d'avoir des gens qui lui prêtent secours, et avec des extincteurs, eh bien, il était visé par des pistolets. Et donc, il s'est écroulé en flammes, en criant tout son désespoir, en fait, de l'évolution de la situation. Et finalement, il est mort le lendemain de ses blessures, donc il a dû souffrir un martyre. Et ça aussi, c'est totalement inexcusable. Et sa mémoire n'a pas été honorée. Comme celle de Rachel Corrie, vous savez, cette jeune américaine qui est morte il y a quelques années sous un caterpillar qui détruisait des maisons à Gaza. Des maisons, il y en a eu des centaines de milliers détruites au cours des derniers mois. Et Netanyahou explique dans les médias, et c'est repris en boucle, parce qu'en fait, il parle pendant des heures, et les médias reprennent, comme si c'était de l'information, ce que Netanyahou dit. Et tout ça, ça fonctionne comme un poison pendant des heures. Pendant des heures, on explique aux personnes que, voilà, les maisons sont détruites parce qu'elles ont été piégées par le Hamas, que des civils sont tués parce qu'en fait ils sont en contact avec des gens du Hamas. Si la tente identifiée comme la tente d'Al Jazeera dans un camp de réfugiés dans lequel campaient 6 journalistes a été détruite, c'est parce que l'un d'eux était soupçonné d'avoir été en contact il y a quelques années avec des artificiers du Hamas. Je vous rappelle que c'est comme ça qu'après des années, Israël a réussi à interdire l'Organisation des Nations Unies qui permettait de livrer la nourriture, l'UNRWA. L'UNRWA, il y avait 50 lieux pour permettre la collecte de la nourriture par les Palestiniens. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Dans ces lieux, il y a eu déjà plus de 1600 personnes qui ont été tuées parce qu'ils étaient désespérés à l'idée de trouver de la nourriture. Ça, c'est pour les tuer, il y a les blessés. Et tout ça, en plus, ça rapporte des millions à Israël. Alors Israël montre des camions en disant, vous voyez, en fait, il y a beaucoup de nourriture qui est là, qui attend, mais qui attend les camions. Sauf que ce qui se passe, c'est que petit 1, les camions sont pillés, les camions sont arrêtés, les cargaisons des camions sont détruites, les pneus des camions sont crevés, et les colons qui font ça ne sont jamais punis. Et c'est la même chose en Cisjordanie. Il y a les images d'un colon en Cisjordanie connu qui a été déjà arrêté plein de fois pour avoir tué des Palestiniens. Et cette fois-ci, il est pris sous caméra. Et il tue celui qui le filme. Il le tue de sang-froid. Donc, comme tout ça a été en images et que des associations, y compris israéliennes, ont protesté, il a été arrêté, il a été présenté à un juge et finalement le juge l'a innocenté. Donc le lendemain, en fait, le jour même, il était libre comme l'air et sans aucune conséquence, sans aucun casier judiciaire supplémentaire. C'est-à-dire qu'en Israël, vous pouvez tuer et on va toujours trouver l'excuse de la légitime défense dans le stress.
Donc pour les soldats, eux sont même pas concernés par ça, puisque la loi leur permet de tuer sans avoir du tout à expliciter leur acte, parce que il faut absolument pas se passer du moins de soldats sur le terrain. C'est un peu ce qui se passe aussi avec tous les procès de Netanyahou qui sont sans cesse ajournés, parce qu'il ne faudrait pas quand même que ces procès puissent l'empêcher de mener à bien ces nombreuses guerres. Et je dis bien nombreuses guerres, puisqu'il y a la guerre, évidemment, qui n'est pas une guerre, c'est un génocide à Gaza. Il y a un nettoyage ethnique, ou plutôt un pré-nettoyage ethnique en Cisjordanie. Il y a la même chose au sud du Liban. Et comme je l'avais dit tout de suite, hein, on voit bien que le Hezbollah n'existe plus, est totalement désorganisé, puisqu'il n'a plus de présence, il n'a plus d'impact nulle part au Liban. Et le nouveau gouvernement libanais, dont bien des personnes s'étaient félicitées de la nomination à l'époque, montre, comme je l'avais dit, et j'avais été un des rares à le dire, qu'en fait il était complètement complice d'Israël, et on voit bien, puisqu'il a décidé de désarmer, c'est-à-dire que c'est le Liban lui-même qui va désarmer le Hezbollah, qui pourra d'ailleurs sans doute très bientôt être caractérisé de terroriste. Donc toutes les personnes depuis la nuit des temps qui auront trouvé de la sympathie au Hezbollah seront par ricochet concernées par l'idée de soutenir des terroristes. Alors je ne vous parle même pas de la Syrie, puisque évidemment, à mettre des terroristes à la tête de l'État, ça permet de montrer leurs exactions. Et alors bizarrement, on ne montre pas leurs exactions quand ils tuent les chrétiens ou quand ils tuent les alaouites ou autres en Syrie, mais alors quand ils tuent les alliés d'Israël, alors là, les images font le tour du monde plus vite que possible pour justifier que la Syrie commence à être morcelée, et pas n'importe comment, puisqu'elle commence à être morcelée dans la zone où il y a évidemment, vous l'avez bien compris, l'eau, puisque ce que Israël veut absolument, c'est l'eau. Le pétrole, de toute façon, ils en ont au-delà du raisonnable, puisqu'ils s'attribuent en ce moment les réserves de gaz entièrement de Gaza. Hein, merci les compagnies pétrolières, en particulier anglo-saxonnes, mais aussi la complicité de l'Égypte, la complicité de la Turquie, la complicité de l'Azerbaïdjan, et d'une certaine manière, la complicité de tout le monde. Alors j'expliquais dans une lettre aussi ce qui est en train de se passer du côté de Chypre, parce que les gens disaient mais non, l'Iran a flanqué une gifle à Israël. D'ailleurs, il y a plein d'Israéliens qui ont fui à Chypre. Non, 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 ils ont profité de cette situation, un certain nombre d'entre eux. Évidemment, il y en a qui étaient inquiets, parce qu'il y a toujours des gens qui sont inquiets, mais si vous regardez les images de Tel Aviv sur les réseaux sociaux, sur des comptes israéliens, vous verrez la vie est totalement normale, les plages sont bondées, les hôtels sont bondés, les terrasses de restaurants sont pleines, et ils ne craignent rien ni personne, en tout cas dans cette région. Tout ce qui était censé avoir été détruit fonctionne parfaitement, en particulier la raffinerie et la centrale électrique d'Haïfa. Donc tout ça, c'était n'importe quoi. Mais en tout cas, il y en a un certain nombre qui sont passés à Chypre, et ça commence à inquiéter beaucoup les Chypriotes, puisqu'ils arrivent là-bas avec des montagnes de dollars, et ils achètent tout pour créer leur futur kibbutz, et finalement, petit à petit, prendre le contrôle de Chypre. Parce qu'en fait, ils vont évidemment pas s'arrêter là, hein. Sud-Liban, Gaza, bientôt une partie importante de la Syrie, puis toute la Cisjordanie, puis petit à petit, en fait, ça va être une extension, hein. Les Allemands, je crois qu'ils appelaient ça l'espace vital, hein. Donc les Israéliens, selon les cas, ils appellent ça le droit de se défendre, ou surtout le droit de créer des zones tampons. Donc ils appellent ça des tampons de différentes, mais c'est la même logique en fait. Et c'est là où c'est terrible, parce qu'en fait il y a une inversion de langage pas possible. Quand on écoute les médias, quand on écoute les hommes politiques israéliens, quand on écoute les hommes politiques occidentaux, ils disent tous la même chose. En fait, c'est comparer le Hamas, après les avoir comparés à des animaux, après les avoir comparés à des bêtes, voire même à des cannibales. Bon, bah maintenant, le vocabulaire continuel, c'est que ce sont en fait des nazis. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Donc voilà. J'ai eu récemment une interview avec Jason Hinkle, donc l'influenceur américain que je trouve passionnant. Il a une démarche vraiment intéressante. Il donne la parole à des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans les médias, qui viennent un peu de partout.
Il voyage en ce moment beaucoup dans le monde. Il est en Irak en ce moment. Il fait un pèlerinage en Irak. J'ai fait une interview aujourd'hui pour une grande chaîne russe. On a évoqué le 15 août, donc puisque Poutine semble accepter d'aller en Alaska le 15 août pour y rencontrer Donald Trump. Donc je peux déjà vous dire qu'il n'y a rien à attendre de ça, mais c'est toujours intéressant que des chefs d'État se parlent et aient envie de se rencontrer. Maintenant, je dois vous dire, le fond de ma pensée, c'est que Trump trahit absolument toutes ses paroles. Je ne sais pas de quelle manière il est tenu, mais manifestement il est tenu. Il a perdu l'amitié, la proximité d'Elon Musk et sans doute de beaucoup d'autres personnes qui voient leurs intérêts aujourd'hui, se disent bon bah voilà, c'est peut-être mieux Trump, il n'est pas parfait, etc. Il y a peut-être des choses que je ne maîtrise pas, mais non, quand on voit le génocide à Gaza, la question ne peut pas se poser. On ne peut pas être un chef d'État qui donne des milliards en armes, en argent et en caution à un pays qui fait la guerre à l'Iran, avec l'aide et la complicité des États-Unis, qui fait un génocide à Gaza, qui ferme les yeux devant ce qui se passe en Cisjordanie, qui accepte finalement des choses complètement folles actuellement au Liban, puisqu'il est censé avoir un cessez-le-feu qui n'a jamais été respecté par Israël. En Syrie, de toute façon, là, c'est vraiment le summum de la pièce de théâtre. Et ce qui est en train de se passer en Arménie est véritablement beaucoup plus inquiétant, parce que qu'est-ce qui se passe en Arménie? C'est quelque chose, si vous me suivez sur YouTube ou dans mes lives depuis longtemps, je l'explique. C'est la prochaine zone très chaude, puisque dans le cadre d'un traité de paix avec Trump, justement, comme s'il narguait les Russes, eh bien, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'accepter la création d'un corridor, en fait, qui est sur la bande sud de l'Arménie et qui va entièrement séparer l'Arménie de l'Iran. Donc, d'une certaine manière, totalement séparer l'Iran de la Russie et enlever une énorme soupape qui existait pour l'Iran. Donc maintenant, l'Iran n'a quasiment que les routes maritimes pour être en relation avec la plupart des pays, puisqu'elle sera fermée de toute relation terrestre, puisque les autres frontières de l'Iran, c'est l'Afghanistan, donc il n'y a pas véritablement de route, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Après, vous avez le Pakistan, bon, bah, c'est des zones très montagneuses dans la région frontalière avec l'Iran, donc pareil, très peu de possibilités de route. Et puis la situation du Pakistan est très compliquée, puisque c'est un pays qui est très proche des États-Unis, mais qui est en conflit avec l'Iran. L'Iran est proche de la Russie, elle est à l'intérieur des BRICS, donc il y a des tensions de guerre, donc on voit déjà ce jeu diplomatique compliqué. Il y a un autre pays qui s'appelle l'Ouzbékistan, mais l'Ouzbékistan c'est un désert avec très très peu de routes, hein. C'est un des pays avec la densité de population la plus faible au monde. Et ensuite, quand vous allez d'Ouzbékistan, bah, pour rejoindre la Russie, il faut traverser le Kazakhstan. Et depuis quelque temps, en fait, au Kazakhstan, eh bien, il y a des conseillers militaires anglais qui ont été autorisés à s'installer et à commencer à influencer dans cette région du monde. Donc on voit que cette partie est complètement intriquée. Comment faire confiance à un acteur qui vous dit « Ok, on va résoudre le problème du côté ukrainien », mais qui ne résout absolument rien par rapport à Gaza, puisque ce sont que des mots, des mots, des mots. Mais en réalité, le plan, c'est un massacre génocidaire sans aucune considération. Et de l'autre, en fait, on a toute la région du Caucase Sud avec l'Arménie, mais également tout ce qui est Caucase du côté Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, qui est, semble-t-il, au bord de changer de camp. Tout ça se passe avec la Chine qui observe, qui voit l'évolution des relations de force. Je pense que les Chinois sont pas du tout dupes, hein. Les Russes non plus, hein. Ce que je peux analyser, évidemment, ils le font, et sans doute depuis bien plus longtemps. Et donc, on s'approche inéluctablement d'une période très, très compliquée,
où l'Ukraine sera, entre guillemets, qu'un épiphénomène, vu la violence de ce qui arrive. Et comme j'expliquais dans des lettres récentes, on a également un sujet très fort avec le nucléaire français et l'évolution de la place d'Emmanuel Macron, puisque aujourd'hui, il est en réalité le seul à avoir le contrôle total du bouton rouge en France. Alors il y a une dérive en fait qui s'est opérée depuis la période de Gaulle, 5e République, et le coup de grâce en fait c'est la loi de programmation militaire de 2023 qui donne énormément de liberté à Emmanuel Macron dans ce domaine. Il faut savoir que depuis 2017 où il est le président, il n'y a plus aucun général en France qui n'a pas été nommé sous le règne entre guillemets de Emmanuel Macron. L'état-major complet maintenant est vraiment des gens qui ont été sélectionnés, comme l'avaient été sélectionnés les candidats pour être députés En Marche, c'est-à-dire selon des critères de personnalité. Voilà, je vais rien dire pour pas être insultant. Sinon, d'un point de vue presse, eh bien, les choses sont de plus en plus catastrophiques. Hein. J'ai écrit plusieurs articles qui ont passionné sur ce sujet-là, sur la loi Schiappa, sur les procès en cours sur la liberté d'expression. Mais il vient d'y avoir une couche supplémentaire qui a été mise en place et dont l'Europe est très fière. C'est que maintenant, en fait, les journalistes pourront être arrêtés, alors journalistes citoyens, etc., à titre préventif, si il y a des bonnes raisons pour le faire. Alors, les bonnes raisons, hein, ça pourrait être tout type, soupçon de ceci, cela. On pourra vous réveiller à 6 h du matin, vous mettre en cage et essayer de vous faire désespérer, ou alors obtenir une décision contre la personne, décision qui permettra de exclure la personne de tous les réseaux sociaux et éventuellement de la possibilité de vivre, entre guillemets, de ce travail. Alors, tout ça pour dire que demain, je fais une conférence à la Trinité. Donc, contactez-moi à bertrand@55bellechasse.com si vous êtes dans la région ou si vous connaissez des gens dans la région que ça pourrait intéresser. Et je serai également du côté de Quimper jusqu'au 16 matin. Donc je vais être dans cette partie de la Bretagne. Autre chose, si vous voulez découvrir le miel, même adresse, hein, bertrand@55bellechasse.com. Et si vous voulez vous abonner à la lettre Substack, mais abonnez-vous de manière payante, puisque évidemment dans tous ces combats, eh bien, il faut choisir ceux que vous souhaitez ou pas aider. Et je dois avouer que au cours des dernières semaines, les choses n'ont pas pris une tournure très encourageante. Donc je ne sais pas réellement ce que la plupart d'entre vous cherchent. Il y en a beaucoup, hein, des centaines auxquels je donne la gratuité, alors, mais qui ensuite lisent sans jamais même mettre un commentaire ou m'envoyer un petit mail pour me remercier. Alors que voilà, j'ai aucune raison de donner la gratuité à quiconque. Donc voilà, soyez un petit peu plus respectueux et ne repensez pas à moi pour me demander des prolongations, parce qu'une fois ça va, peut-être que 2 fois je le ferai, parce que voilà, j'imagine. Mais vous voyez, je pense que c'est plus facile de dire merci au fur et à mesure que de redemander. En général, quand les personnes me disent merci, ils n'ont même pas besoin de me redemander, parce que je suis ravi de faire la prolongation par moi-même. Donc c'est effectivement beaucoup de déception, hein, parfois un grand sentiment de solitude, même s'il y a un noyau très fort de personnes qui suivent. Et c'est pour ça que je continue aussi. Je continue parce que j'ai besoin de le faire, et besoin de faire ces analyses et besoin de les partager, mais j'ai plus l'envie de le faire publiquement comme avant. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est utile. Il y a beaucoup d'entre vous qui me disent que ça leur permet de beaucoup mieux vivre, parce qu'ils comprennent en fait tout ce qui leur paraissait bizarre. C'est que mes analyses leur permettent véritablement d'être bien avec eux-mêmes et de devenir beaucoup plus
ferme par rapport aux concessions qui, jusqu'à présent, auraient pu accepter. Donc, pour vous abonner, pareil, contactez-moi à Bertrand@55bellechasse. Sinon, vous téléchargez l'application Substack et je suis Bertrand55. Alors, Substack, ça s'écrit SUBSTACK, SUBSTACK.com. Mais sinon, vous pouvez aussi me demander mon adresse, m'envoyer un chèque et je rétablis avec l'abonnement. Vous pouvez me rencontrer assez facilement, je dis, lors des conférences. Il y en aura bientôt une en Moselle. Il y en aura une à Lourdes bientôt parce que je reprends la marche. En fait, je vais continuer au maximum à être au contact. Et il faut vraiment essayer de penser au sort des Palestiniens, pas que des journalistes, au sort des gens, des millions de personnes qui sont affamées dans un ghetto sous les bombes, qui vivent un génocide. Parce que ne vous trompez pas de mots, c'est pas une guerre, c'est vraiment un génocide. Une guerre, c'est quand il y a deux armées qui se font face. Là, il n'y a pas d'armée, il n'y a même pas une armée faible comme l'était l'Irak par exemple face aux États-Unis qui s'est fait écrabouiller avec des millions de morts. Là, on n'a même pas la moindre possibilité de se défendre. Donc, je ne vais pas caractériser, entre guillemets, ce qui se passe, mais vous n'avez qu'à essayer de regarder les images qui vont être et qui sont de plus en plus rares à Gaza. Et comme tous les journalistes d'Al Jazeera ont été tués d'un coup, comment est-ce qu'Al Jazeera va pouvoir remettre en place une équipe? Puisque les journalistes sont interdits à Gaza, les médecins sont interdits à Gaza, tout est interdit à Gaza. En fait, à Gaza, il n'y a que des snipers, il n'y a que des militaires, il n'y a que des tueurs. Et ils sont tous estampillés Israël. Voilà, quand j'ai fait mon interview tout à l'heure pour la chaîne russe, j'étais vraiment fâché parce que je comprends pas en fait, je comprends pas comment la plupart d'entre vous fonctionnent, je comprends pas comment vous pouvez être aussi insensible, mais aussi égoïste envers les gens qui se battent, mais complètement à l'affût de choses absolument stupides et qui sont des distractions sur la politique intérieure française, comme si on avait encore la moindre possibilité de décider quoi que ce soit quand le pays est aussi endetté, aussi entre les mains de l'Union européenne et de fonctionnaires de Bruxelles pas élus, et de grands médias, et de partis politiques qui sont tous complices, absolument complices des mêmes choses, des mêmes décisions. Voilà, donc vous avez peu de personnes, très très peu de personnes, et je vous dis vraiment très très peu de personnes qui sont fiables et sur lesquelles vous pouvez compter sur la voix, l'honnêteté, qui ne se sont pas trompés sur les sujets et qui ont eu l'honnêteté, que ce soit sur le Covid, sur la Russie, sur Gaza depuis le 7 octobre, parce qu'il y en a qui changent un peu d'avis selon le vent, puis qui reviennent, puis qui redisparaissent, etc. Mais également tout ce que j'ai pu dire sur Trump, sur les 5 fantastiques, je répète. Alors j'ai plus d'espoir maintenant en Trump parce que je pense qu'il est tenu, je ne sais pas comment, je ne sais pas à quel point, et j'ai plus du tout l'impression qu'il est capable de changer d'avis. De toute façon, il n'a pas la main. On a vu aux États-Unis, il a la main sur rien. Il fait beaucoup d'annonces, mais en réalité, la seule chose qu'il crée, c'est une chute du dollar, une défiance vis-à-vis de l'Amérique, un endettement qui explose, et tout ça va nous amener irrémédiablement à une guerre mondiale. Et donc, je ne sais pas ce que les Russes espèrent faire en le rencontrant, ce que Poutine espère faire. Je ne sais même pas en réalité si ça va avoir lieu. Donc, je vous dis, j'étais avec des médias russes ce matin au téléphone. Eux me disent qu'ils en parlent beaucoup à la télé, là-bas, qu'il y a beaucoup de discussions, que les avis sont très très partagés, de plus en plus partagés, surtout après l'épisode arménien qui est arrivé juste le lendemain. Alors il faut savoir à sa décharge que Trump ne comprend pas toutes ces choses-là. Trump n'est pas quelqu'un qui s'intéresse au dossier. Trump s'intéresse au golf, il s'intéresse au sexe, il s'intéresse à son ego, à son image narcissique. Je pensais qu'il avait une âme, qu'il voulait vraiment la paix, qu'il avait une vision de businessman, mais en fait il est le businessman d'une boîte qui prend l'eau de tous les côtés et dont, entre guillemets, il a l'impression que les seuls qui peuvent le sauver sont ceux qui ont mis le monde dans cet état de chaos et qui ne vont pas lâcher l'affaire. Voilà, merci de partager, merci de commenter et je vous dis à très bientôt.